Goudière. Je suis technicien de rivière au syndicat du Plabion, du Sens et de la Crénole. Voilà, j'ai fait un BEPA production forestière, un BTA aménagement de l'espace et l'environnement. Et je suis au syndicat de rivière depuis 2007. Clément. Clément. Ah, il n'est plus là, Clément. Oui, bonjour à tous. Donc, Clément Giraud, je suis également technicien de rivière au sein du syndicat mixte du bassin du Loiret, donc au sud de la Loire. Concernant mes diplômes, j'ai réalisé une licence de géologie ainsi qu'un master eau et environnement. Et je suis actuellement technicien de rivière au syndicat depuis septembre 2019. Donc, qu'est-ce qu'un syndicat de rivière? Donc, globalement, le territoire du syndicat de rivière correspond à un bassin versant. Donc, un bassin versant, qu'est-ce que c'est? C'est un espace drainé par un cours d'eau et ses affluents sur un ensemble de versants. C'est-à-dire que toutes les eaux dans cet espace s'écoulent et convergent vers un même point, qui est appelé exutoire, qu'on peut voir sur la figure. Donc, ce bassin versant, il traverse plusieurs communes, d'où la nécessité d'une gestion globale et non d'une gestion à l'échelle de la commune. Donc, ces syndicats de rivière interviennent pour gérer le bassin versant en harmonisant cette gestion avec les communes. Donc, comment est organisé un syndicat de rivière? Donc, ce sont les élus des établissements, donc des EPCI, donc des communautés de communes notamment, qui adhèrent à ce syndicat. Donc, ce sont des communes qui se situent au sein du bassin versant. Donc, ces élus sont représentés par nombre de 2 par commune. Donc, moi, par exemple, sur le bassin du Loiret, nous avons 36 élus qui représentent les communes au sein du syndicat, qui vont ensuite élire le bureau du syndicat et le président du syndicat. Donc, ces élus siègent au conseil syndical avec le président, bien sûr, qui dirige ce conseil syndical. Donc, ce conseil syndical valide et participe au projet d'aménagement. Ce sont eux les décisionnaires des actions du syndicat. Donc, voici les 2 cartographies des 2 bassins représentant notre territoire. Et donc, je vais parler pour moi, donc le SNBL, donc le syndicat mixte du bassin du Loiret, c'est un seul bassin versant d'une superficie de 330 km² environ. Donc, on est quand même sur un bassin versant conséquent, même si on a un sous-bassin versant de la Loire. On s'intègre dans le bassin versant de la Loire. Donc, notre bassin versant s'étend sur 21 communes. Seules 18 communes adhèrent à notre bassin versant. Donc, nous avons environ 110 000 habitants et on a à peu près 300 km de cours d'eau et de fossés. Concernant le territoire du Sud-Cap, donc ce sont 2 bassins versants, donc un bassin versant du Sens et un bassin versant de la Crénole, qui se sont rassemblés pour une meilleure gestion, donc avec une superficie légèrement supérieure à celle du Loiret, avec 16 communes et 55 000 habitants, avec une longueur de cours d'eau d'environ 180 km. Donc, ce sont 2 bassins versants conséquents. Donc, vous allez voir, donc, ces bassins versants, ils traversent plusieurs communautés de communes et ils sont également intégrés au sein d'Orléans Métropole, où on peut voir que associé au syndicat du Loiret et au syndicat du SICA, on correspond à peu près à 2/3 de la métropole concernant la gestion des eaux. Donc, je vais laisser la parole à Joachim. Donc, c'est ça. Tac. Alors,
du coup, la suite. Donc, bon, voilà. Donc, quelles sont nos missions? Donc, la mission principale, donc oui, du technicien, du coup, c'est donc le contrat territorial des milieux aquatiques, hein, qui permet justement qu'on va diviser en trois étapes, donc l'étude préalable, le processus administratif et la phase des travaux. En fait, vous allez voir qu'en fait, le principe, hein, du technicien de rivière, le travail, c'est beaucoup d'administratif pour pouvoir arriver à des travaux. Mais voilà, on va compter à peu près 70% d'administratif pour pouvoir arriver à une charge de travail sur le terrain de 30% à peu près sur le contrat. Donc, on va déjà commencer par faire un travail sur une rédaction de cahier des charges qui va permettre justement de préparer l'étude. Ensuite, nous, en fait, en tant que techniciens, nous ne sommes pas décideurs, hein, ce sont les élus et les financeurs surtout qui sont décideurs. Donc, du coup, on va proposer le cahier des charges aux élus et aux financeurs. Et puis après, faire un appel d'offres, l'analyser. Et puis après, donc, après analyse, qu'on va présenter aux élus, on va choisir, il y aura un choix de bureau d'études. Ça, déjà, l'étude préalable, ça prend, enfin, déjà, bon, l'étude préalable prend beaucoup de temps, hein. Ah oui, c'est pas, je l'avais pas, bon, c'est pas grave. L'étude préalable, en fait, c'est une étude qui va durer au moins 2 ans, au minimum, hein, sur la charge de travail. Donc, voilà. Après, ouais, je suis désolé. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec ça. Et ensuite, pardon. Ensuite, donc, quand on a fait l'étude, donc l'étude va donner lieu à une déclaration d'intérêt général. Donc, c'est un dossier, c'est un programme de 5 ans sur lesquels on va avoir décidé des travaux qui vont être à réaliser sur l'ensemble du territoire pour pouvoir amener pour pouvoir améliorer l'état des cours d'eau. Quand l'étude est faite, quand la DG est faite, on va la donner à instruire à la direction départementale des territoires, qui va prendre 9 mois et qui va donner lieu après à un arrêté préfectoral qui va nous permettre de travailler sur du domaine privé avec de l'argent public. Et ensuite, donc, il y a le lancement des travaux avec le suivi. Ça, généralement, les travaux, il y en a à peu près on va dire entre 5 et 12 semaines en fonction des travaux réalisés. Mais voilà, généralement, c'est une petite partie de l'iceberg par rapport à tous les travaux, tout le travail administratif qu'on a engagé bien avant. Si tu veux, Joachim, je vais prendre le relais. Ouais. Donc, on a d'autres missions que le contrat territorial des milieux aquatiques. On a donc des missions secondaires qui sont donc la médiation en identifiant les besoins et les problématiques actuelles sur le bassin versant, donc auprès des riverains, des associations ou bien des pêcheurs, entre autres. Donc, on a également les missions d'informer les riverains sur les travaux qui vont être réalisés ou qui ont été réalisés avec leurs objectifs et les résultats de ces travaux. Donc, également de présenter les projets ainsi que les futures actions, que ce soit les remises de résultats, les expositions ou bien des lettres de communication. Donc, les techniciens de rivière, ils aident et accompagnent les riverains tout au long de l'année, donc que ce soit pour des travaux dits lourds, donc des gros aménagements, ou bien de l'entretien de cours d'eau. Donc, vous pouvez voir des illustrations de différentes actions qui ont été réalisées sur le territoire. Donc, notamment une présentation du CIPCA sur la restauration de la biole.
Donc, parmi les missions secondaires, il y a également les missions de surveillance. Donc, les missions de surveillance, c'est quoi? C'est principalement surveiller les cours d'eau d'une éventuelle pollution, industrielle ou non, et ainsi de suivre la qualité des eaux, notamment avec l'agence de l'eau qui permet d'avoir des retours sur la qualité de l'eau tout au long de l'année, de participer à des travaux d'aménagement de façon ponctuelle. En effet, le technicien de rivière, il a surtout des compétences administratives, mais il peut également agir sur le terrain lorsque c'est nécessaire. Donc, pour entretenir la végétation, que ce soit au niveau des ouvrages s'ils sont présents, ou de certains aménagements qui sont à entretenir. Donc, que ce soit le suivi de la qualité des eaux via des pêches électriques, que ce soit le ramassage des déchets quand cela est entre guillemets nécessaire, dans le sens où ce sont des déchets qui sont directement dans le cours d'eau. Donc, le suivi de la qualité des eaux via des stations hydro, et donc le technicien peut intervenir également pour dégager la végétation lorsqu'il y a un risque pour l'écoulement des eaux. Donc, pour finir sur les missions secondaires, je vais vous parler du rôle de l'assistance et du conseil du technicien de rivière. Donc, il permet de donner et d'échanger sur les avis techniques des projets d'aménagement qui vont être mis en place sur les rivières du bassin versant. Donc, que ce soit auprès des partenaires financiers ou des partenaires techniques, ou également, par exemple, le département, la région, entre autres. Donc, le technicien de rivière peut être maître d'œuvre pour les communes adhérentes dans le cadre de ses compétences, et il aide et accompagne bien évidemment les riverains. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques notions sur les milieux aquatiques pour mieux comprendre l'objectif de la restauration des milieux aquatiques, que ce soit sur le territoire du SICA ou bien du SMBL. Donc, la législation sur les milieux aquatiques, elle ne date pas d'aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi. La première loi sur l'eau a été mise en application en 1964, donc ce sont des lois françaises, qui a permis l'instauration d'agences de l'eau au sein de bassins versants, ce qui a permis l'incitation d'aménagement par le biais de subventions pour améliorer la qualité des eaux. Donc en 1992, il y a une seconde loi sur l'eau en France, ce qui a permis de mettre des plans de gestion dans chaque bassin versant du territoire. Ainsi, en 2000, on a eu une loi européenne, une directive, donc qui est la directive cadre sur l'eau, qui a mis en place un programme dont l'objectif est d'améliorer ou d'harmoniser plutôt la réglementation européenne en matière de gestion de l'eau. Elle réaffirme de l'obligation de protéger et de restaurer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, donc dans l'ensemble de l'Union européenne. Et en 2006, on a eu la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, donc la loi LEMA, qui conforte les principes des deux lois sur l'eau précédentes, où ces lois sur l'eau, cette loi LEMA, réaffirme donc le territoire en bassin versant comme le périmètre de la mise en œuvre d'une gestion qui sera durable donc pour l'eau et les milieux aquatiques, et constitue désormais le texte central de la politique française de l'eau. Donc aujourd'hui, nos actions se basent sur cette loi qui nous dit, selon notre cours d'eau et notre état de biodiversité, entre guillemets, quelles sont les actions à mettre en place pour améliorer celle-ci, en respectant du coup la réglementation. Donc, on parle de bon état écologique, mais qu'est-ce que c'est? Donc, le bon état écologique, de façon simple à s'exprimer, c'est une eau de qualité en quantité suffisante pour nos usages, que ce soit industriel,
que ça soit donc pour irriguer également l'agriculture, que ça soit pour l'eau potable. Donc, il nous faut une eau de qualité donc, en quantité suffisante, mais également pour les écosystèmes. Donc, que ce soit pour les poissons, que ce soit pour la végétation, que ce soit pour les insectes, voilà, pour la biodiversité. Donc, quand on parle de bon état écologique, il faut savoir qu'il y a les eaux de surface, comme on peut voir sur le schéma, donc avec les plans d'eau, les rivières notamment, mais également les eaux souterraines, donc avec les nappes. Où, pour définir ce bon état, enfin, le bon état des eaux, pardon, on va regarder l'état physico-chimique, l'état biologique et l'état chimique. Avec ces trois paramètres, une note va être attribuée. Donc, cette note va déterminer le classement final. Donc, on prend la moins bonne des notes parmi ces paramètres et ce paramètre, donc, qui aura la note la plus basse, va définir le classement de cette masse d'eau. Donc, ça peut être une rivière, ça peut être un plan d'eau. Voilà. Donc, pour les eaux souterraines, pardon, ça va être le même principe, sauf que les paramètres qui sont analysés, ce sont donc l'état quantitatif et l'état chimique. Concernant l'état quantitatif, c'est-à-dire qu'il faut que les variations saisonnières de la nappe n'altèrent pas son bon fonctionnement. Donc, je laisse la place à Joachim. Donc, comme disait Clément, de toute façon, il y a les eaux de surface et les eaux souterraines. Donc, par rapport aux eaux de surface, bon, de toute façon, voilà, il faut qu'elle permet une vie animale et végétale riche et variée. Hein. Donc, du coup, il faut vraiment que l'eau puisse être de bon état pour que toute vie puisse être toute une. Ah, pardon, je vais pas y arriver. Donc, il y a toute une vie riche et variée, du coup, qui puisse y accéder, y vivre, qui est dans l'absence de produits toxiques. Et puis une eau en qualité suffisante. Donc ça, c'est surtout, on le voit hein, sur les cours d'eau aujourd'hui, on a des cours d'eau qui sont très très remplis, mais il faut le but hein, d'avoir un cours d'eau en qualité suffisante, c'est d'avoir un cours d'eau qui coule le maximum de l'année. Après, les périodes de sécheresse ne sont pas spécialement mauvaises, mais c'est vrai que il faut réussir à avoir justement une qualité d'eau de surface, une quantité qui permette je ne vais pas y arriver, je suis désolé. Vas-y Clément. Donc, pour les eaux de surface, on l'a bien rappelé, donc l'objectif du bon état écologique, c'est d'éviter donc toute pollution, de permettre une biodiversité importante au niveau des milieux aquatiques et de permettre les usages, que ce soit pour l'eau potable, donc la régulation des inondations et les différents usages, donc de loisirs par exemple. Pour les eaux souterraines, c'est comme on l'a évoqué précédemment, donc une eau en quantité suffisante également. Donc, comme je vous l'ai dit, la variation saisonnière ne doit pas altérer son équilibre sur le long terme, car les nappes se rechargent plus lentement que les cours d'eau, donc que les eaux de surface, et une absence de produits toxiques. Donc, qu'est-ce que le bon état écologique des cours d'eau? Vous pouvez visualiser le schéma représentant un peu les différentes facettes des usages et donc les impacts des usages sur les eaux de surface, donc avec certaines pollutions, des obstacles, par exemple, voilà, la libre circulation, que ce soit des espèces, donc surtout les poissons, et les sédiments. En effet, un cours d'eau naturel, il laisse comment dire, transporter les sédiments tout au long de son cheminement, donc de sa source à l'exutoire, donc qui peut être un autre cours d'eau ou directement l'océan, mais également un cours d'eau naturel à laisse la libre circulation des espèces, donc des poissons. Ils peuvent remonter naturellement de l'aval à l'amont. Donc, les obstacles à la continuité écologique, comme on l'a évoqué précédemment,
ça peut être donc des obstacles avec une dimension latérale, donc des digues, des protections de berges qui peuvent gêner l'écoulement et gêner le transport des sédiments, mais également une dimension longitudinale avec des seuils où là, ce sont des ouvrages qui sont transversaux à l'écoulement, donc qui bloquent carrément l'écoulement de l'eau ainsi que les sédiments. Donc, empêchant la libre circulation des poissons et des sédiments, ce qui va altérer fortement la biodiversité de ces cours d'eau. Donc, comme évoqué, ce sont des conséquences lourdes, que ce soit sur la morphologie de la rivière, donc la forme de la rivière, qui va influencer d'autres paramètres, que ce soit au niveau de l'hydrologie. Donc, l'hydrologie, c'est quoi? C'est les débits, la vitesse de courant. Donc, les débits sont de plus en plus soumis aux conséquences du réchauffement climatique, mais on a aussi une influence par rapport aux usages, que ce soit par rapport aux obstacles à la continuité écologique, mais bien aussi à nos usages donc, nos usages, que ce soit agricoles, urbains ou bien aux usages type loisirs. Donc, et ces conséquences vont avoir un impact sur la survie des espèces au sein des milieux aquatiques. Ah, pardon, c'est revenu au début. Joachim, je te laisse parler. Oui, je suis désolé. Quels sont les impacts des seuils et des barrages sur les cours d'eau? Donc, comme on va le voir tout à l'heure au niveau des présentations des travaux, en fait, les barrages ne permettent pas le passage piscicole et sédimentaire. Donc, comme on le voit sur la première diapo, on voit bien de toute façon que le poisson donc, est bloqué. Donc, on s'aperçoit que le poisson qui vient de l'aval, donc qui est un poisson plus de rivière avec des courants, va être bloqué justement au niveau du barrage, et ce qui va faire créer des étangs, donc des successions d'étangs à l'amont du barrage, et où on va se retrouver avec des poissons plus d'étangs. Et on voit bien donc du coup la sédimentation qui reste bloquée derrière. Et après, donc du coup, oui, c'est vrai que ça bloque aussi justement donc ça modifie les caractéristiques physiques du cours d'eau. Donc, du coup, on se retrouve avec un cours d'eau qui était vraiment très sinueux, avec du courant, avec des sédiments qui circulaient. Et un cours d'eau qui est élargi, avec aucune vie au fond et un fort impact avec beaucoup de base qui va s'accumuler derrière. Donc, on le voit après sur la diapo en dessous, donc, une modification des débits à l'aval des ouvrages. Là, on est sur une diapo sur un cours d'eau justement qui ne circule plus, qui ne laisse plus passer l'eau parce qu'il n'y a plus assez de débit. Le cours d'eau étant beaucoup trop large, qui fait qu'en fait, on bloque carrément l'eau et on bloque la bonne circulation du débit. Donc, ça amène justement à une absence de circulation d'eau, une dégradation de la qualité d'eau, comme on le voit sur la diapo, donc avec les lentilles. L'eau se réchauffe, la végétation ne peut pas pousser, à part quelques algues, quelques nénuphars. Donc, du coup, on se retrouve avec une qualité d'eau très mauvaise. Et en plus, bon, sur ces cours d'eau-là, on a travaillé sur la végétation. Donc, du coup, c'est des cours d'eau qui étaient entretenus très fort sur la végétation. Donc, on se retrouve avec des berges qui étaient complètement nues de végétation. Et donc, du coup, ce qui a fait un appauvrissement de la faune et de la flore. Alors, que faire pour restaurer la continuité écologique des cours d'eau? Donc, comme les solutions sont multiples en fonction des paramètres du cours d'eau, parce qu'on peut avoir des cours d'eau, des petits, des grands cours d'eau, des cours d'eau qui ont été beaucoup
travaillé, d'autres sur lesquels il n'y a pas eu beaucoup de dégradation. Des cours d'eau aussi en zone urbaine et des cours d'eau en zone rurale. Donc, en fonction justement du secteur, on va travailler différemment. Donc là, on a un exemple sur un effacement d'ouvrage où en fait, on est parti justement d'un cours d'eau qui était très large, avec de l'eau qui restait surtout à stagner. Et du coup, on a supprimé l'ouvrage pour pouvoir et fait une brèche justement dedans pour pouvoir diminuer justement la largeur du cours d'eau et permettre au cours d'eau de circuler, de créer un courant en fait naturel. Il y a aussi donc l'abaissement périodique qui est intéressante. Par contre, ça dépend aussi des ouvrages, comme on le voit sur cette diapo, c'est un ouvrage qui est à clapet, donc qui est abaissant. L'avantage, donc oui, c'est qu'on peut le baisser, on peut le mettre au niveau que l'on veut. L'inconvénient, c'est que même en baissant l'ouvrage, malheureusement, le poisson ne pourra pas passer. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de faire attention aux abaissements périodiques. C'est toujours intéressant par rapport aux sédiments, mais ça le sera moins au niveau piscicole. Contrairement à des vannes, où les vannes, si on les monte, justement, on va pouvoir travailler sur le sédiment et sur le passage piscicole. Il y a aussi les contournements d'ouvrages. Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes si on a des cours d'eau qui ont un débit assez important. Donc ça se fait surtout quand on a des vannes ou des barrages qui alimentent des douves, de châteaux ou des moulins. Donc on essaie de contourner justement les biefs pour pouvoir justement créer des rampes et permettre aux poissons de pouvoir circuler. Après, le souci, c'est qu'on a toujours ce problème de sédiment qui sera toujours bloqué derrière les ouvrages. Il y a les dispositifs de franchissement. Donc là, on vous a montré un franchissement qu'on n'a pas dans le coin parce qu'on n'a pas des gros cours d'eau. Mais c'est des dispositifs qui sont intéressants pour les poissons. Par contre, qui sont très coûteux et qui malheureusement, ils vont bloquer les sédiments. Donc, c'est des alternatives, mais c'est pas l'idéal. Et puis ensuite, donc du coup, le plus idéal, donc c'est l'effacement de l'ouvrage qui va permettre justement de rétablir complètement la continuité piscicole et sédimentaire et éviter justement les entretiens qu'on pourrait avoir sur les ouvrages comme les rivières de contournement ou les dispositifs de franchissement. Donc ensuite, là, je vais vous montrer un exemple sur le cours d'eau de la Bionne. Donc, c'est un exemple sur un effacement d'ouvrage. Donc, là, vous avez la carte du bassin versant de la Bionne avec 7 barrages. Donc, les points rouges, c'était les 7 barrages qu'il y avait sur la Bionne. On en a supprimé 5, il nous en reste 2. Donc, le barrage qui nous intéresse, c'est le barrage qui est situé sur l'île de Bionne à Boigny. Donc, en fait, il est particulier parce qu'il y avait 2 bras. Il y avait le bras de… c'est un cours d'eau qui a été complètement creusé, en fait, qui a été déplacé, pardon. Une île a été créée dans les années 70 pour créer 2 bras, et 2 bras avec un barrage qui maintenait de l'eau dans les 2 bras. Et en fait, le souci, c'est que le bras, il y a eu toujours un bras préférentiel dans un cours d'eau. Donc, il y a un de 2 bras qui s'est fortement envasé. Et du coup, on va voir un petit peu avec les diapos d'après ce qu'on a réalisé comme travaux. Donc, le but, c'était de passer justement d'un cours d'eau qui était très large, avec des pentes très abruptes, et un niveau d'eau qui était maintenu grâce à un barrage. Et du coup, en fait, le fait d'abaisser le barrage, nous avons d'un côté abaissé le niveau d'eau sur le bras préférentiel et mis à nu en fait le bras secondaire qui était forcément envasé, donc beaucoup plus haut que le bras principal. Donc là ensuite, donc du coup, c'est un petit peu les travaux qu'on a réalisés là sur l'île de Bionne. On a travaillé donc déjà sur la végétation, on a travaillé après sur
sur le retailletage des berges. Donc, en fait, c'était le principe, hein, c'est de casser les berges pour adoucir les pentes et rétrécir le lit d'étiage. Donc, le lit d'étiage, c'est le lit justement qu'on a en base d'eau pour pouvoir avoir une circulation plus intéressante, avec un niveau plus haut qu'en ayant un barrage supprimé et un cours d'eau très large. Et on s'est aussi servi justement du bras secondaire pour pouvoir créer une zone humide et qui permet justement de créer, de servir de zone d'expansion en cas crue. Alors, donc, la première étape, ça a été avec la commune de Boigny, en fait, de casser la berge, de restaurer un petit peu le bras mort, en fait, en cassant les berges et puis en essayant justement de capter un maximum d'eau en période de crue pour pouvoir justement la conserver en zone humide. Donc, en fait, il y a eu un piquetage de fait, il y a eu l'écrêtement de berges, hein, c'était tout simple, hein, il n'y a pas des gros travaux, surtout qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de végétation. Donc, le but, c'était vraiment de casser la berge et puis de pouvoir faire une belle zone humide au bord du parc de l'île de Lyon. Et donc après, les quelques mois après, on suivi les travaux du syndicat. Donc, on a commencé par un piquetage pour pouvoir mettre en place les banquettes. Donc, en fait, le but, c'était vraiment de matérialiser les endroits où on veut justement rétrécir le cours d'eau. Voilà. Après, et du coup, après, donc la troisième étape, pardon, ça a été justement d'effacer l'ouvrage, qui a permis justement, parce que même avec un ouvrage abaissé, on avait toujours une ligne d'eau qui allait loin, hein, parce qu'on est sur des cours d'eau de plaine, donc on a une influence assez longue. Donc, en effaçant l'ouvrage, ça nous a permis de diminuer un petit peu le niveau de l'eau et de permettre justement de travailler après sur les banquettes. Donc, voilà, ça a été le travail après la suppression de l'ouvrage. Donc, on a commencé, en attendant justement que le lit retravaille un petit peu tout seul, on a travaillé sur la végétation. Donc, le but, c'était malheureusement de couper des arbres, hein. On essaie d'en laisser un maximum, mais après, comme on a fait des travaux assez lourds, on est obligé d'en supprimer un maximum. Et ensuite, voilà les travaux les plus impressionnants, hein, c'est qu'on passe d'un cours d'eau justement qui fait 12 mètres de large à 3-4 mètres, hein, c'est la largeur du lit originel, avec des pentes douces. Donc, le but, c'est vraiment de travailler en déblai remblai. Donc, on prend la terre des berges qu'on rétale pour pouvoir créer des pentes douces. Et puis, on reméandre en fait avec justement par banquette. Donc, ce qu'on appelle les banquettes, c'est vraiment de travailler avec la terre, de rembler pour pouvoir faire des sinuosités dans le lit originel du cours d'eau. Et là, on a des diapos du coup avant-après, donc avec le barrage avant son effacement. Ensuite, les travaux justement après avec l'effacement et puis le travail de déblai-remblai. Donc, c'est un endroit où le cours d'eau faisait jusqu'à 16 mètres de large, parce qu'on avait 16 mètres de large, parce qu'on avait la confluence des deux bras qui se faisait un peu plus à la main. Et puis, au fil des années, la végétation est apparue toute seule. En fait, en quelques mois, on a eu 10 espèces de plantes qui sont venues s'installer naturellement sans avoir à les planter. Là, donc, on remonte un peu à l'amont du barrage. Donc, on avait un cours d'eau avec un clapet fermé qui faisait plus de 12 mètres. Là, il faisait même presque 16 mètres avec une belle petite plage en sable. Ensuite, on a la diapo avec le clapet quand il a été baissé après les inondations de 2016, où on voit bien justement que le cours d'eau, il était de coup très peu profond et très, très lentique. Et puis,
Après, vous avez justement la première année après les travaux où il y a eu une explosion de la végétation, où la plage, justement, on voit déjà elle a été très rapidement végétalisée. Naturellement, on n'a rien planté ici, avec du cresson qui est arrivé dans les premières années, et puis après, la végétation qui a pris le dessus, et le cresson qui est toujours là, mais beaucoup moins présent avec toutes les essences qui sont arrivées après. Donc là, c'est pareil, c'est un autre endroit, hein, sur l'île de Bion, où on voit justement l'avant-après, hein, l'évolution entre le barrage, le cours d'eau, hein, qui avait été surcalibré, et puis le cours d'eau, la dernière photo qui a été prise cet été, avec un cours d'eau qui fait en moyenne 3-4 mètres de large, et des pentes qui permettent justement de la végétation de s'installer, au cours d'eau de pouvoir justement s'étaler aussi en cas de montée d'eau, et pouvoir justement enrichir aussi le sol. Et encore une dernière diapo voilà, c'est toujours sur l'île de Bion, hein, avec le avant et le après, donc l'évolution entre 2017, la réalisation des travaux, et puis 2016, pardon, avant quand on a baissé le barrage, et 2020, où on voit que la végétation est repartie, et le cours d'eau est devenu un vrai cours d'eau, avec un petit courant qui même à période d'étiage, hein, a un débit intéressant. Donc, je vais vous présenter maintenant très rapidement un exemple de restauration sur le Guy, donc sur la commune de Dinan-Val. Donc, c'est un aménagement qui a été réalisé en fin d'année 2020. Donc, en, sur la commune de Dinan-Val. Donc, je vais vous montrer des photos avant-après. Donc, nous, la particularité sur notre territoire, c'est qu'on est ici sur des cours d'eau privés. Donc, nous n'avons pas le foncier, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas modifier les berges comme nous le voulons. Donc, on agit directement dans le lit du cours d'eau que vous pouvez voir. Donc là, la première photo, c'est c'est le barrage avec une hauteur d'eau assez importante à l'amont. La deuxième photo correspond à donc son niveau une fois le barrage enlevé. Donc on a un niveau d'eau qui est beaucoup plus faible, euh, mais sur une largeur assez conséquente. Donc on a une profondeur très faible et une largeur très grande. Donc, pour remédier à ce problème, parce que lorsque on a une profondeur qui est faible avec une lame d'eau qui s'étale sur plusieurs mètres, on a un réchauffement de l'eau beaucoup plus rapide et on a peu de circulation de l'eau, donc ça ne permet pas réellement de maximiser la biodiversité. Donc, suite à l'effacement du barrage, vous pouvez voir encore des photos qui correspondent au lit du cours d'eau. Donc, le lit du cours d'eau, voilà, on a des pentes qui sont très fortes, avec une hauteur qui est très importante. Mais en hiver, cela arrive fréquemment que l'eau s'élève à la moitié du lit, voire plus. Donc, nous, on va agir sur le niveau d'eau en période d'été, donc niveau de base d'eau, pour maintenir un filet d'eau, entre guillemets, donc un écoulement de l'eau suffisamment important pour permettre un meilleur taux d'oxygénation, permettre aux poissons de remonter également. Donc là, vous pouvez le voir sur la dernière photo en bas à droite, où là, on a un cours d'eau qui a été très envasé avec la présence des barrages notamment. Donc, suite à l'effacement du barrage, on a beaucoup de matière dans le lit du cours d'eau et très peu de courant. Donc, pour faire cette restauration de cours d'eau, on a mis directement des sédiments grossiers. Donc, pour vous dire à peu près le diamètre, ça va de 20 mm à 80 mm.
où ces sédiments ont été rajoutés dans le cours d'eau, donc sous forme de banquettes. Ces banquettes sont alternées pour permettre une sinuosité au cours d'eau. Donc, l'objectif de faire une sinuosité, c'est d'avoir différentes vitesses d'écoulement, donc de permettre d'avoir des habitats favorables à plusieurs espèces de poissons. Parce que certaines espèces de poissons donc sont dites lithophiles, elles vont aimer le courant, et d'autres sont plus sensibles au milieu avec du courant, donc elles préfèrent des zones plus stagnantes. Donc, ces banquettes ont été installées de façon alternée, avec une hauteur assez faible, entre guillemets, permettant, lorsque le niveau s'élève, par exemple en ce moment, en période de haute eau, donc en hiver, le cours d'eau va augmenter et va passer naturellement au-dessus des banquettes. C'est-à-dire que le cours d'eau ne va pas être gêné pour l'écoulement de l'eau en hiver. Bien sûr, il y aura une légère résistance, mais je veux dire, il va augmenter, il va dépasser naturellement les banquettes. Donc, ces banquettes sont formées de cailloux, donc de sédiments, sur lesquels on a posé une ceinture d'hélophytes. Donc, des hélophytes, ce sont quoi? Ce sont des plantes, enfin des macrophytes, des plantes aquatiques, donc, qui ont une partie soit dans l'eau et une partie aérienne, mais ça peut être également comment dire, ne pas avoir les pieds dans l'eau, mais voilà, elles ont la possibilité d'être sous l'eau sans problème et de se régénérer donc, au printemps, par exemple. Donc, nous avons planté des ceintures d'hélophytes pour consolider les banquettes, notamment avec la terre végétale qui forme ces ceintures de banquettes. Donc là, on a des banquettes qui sont d'une largeur de la moitié du lit et une longueur qui est environ 6 fois la largeur du lit. Donc, on a des banquettes qui sont très très longues et qui font la moitié du lit. Donc, comme sur la photo droite, vous pouvez voir que tout de suite, on a un cours d'eau avec une vitesse plus importante et une lame d'eau aussi, donc une hauteur d'eau plus importante que les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc là, ce sont d'autres photos au cours de l'aménagement, où sur certains secteurs, lorsque c'est plus étroit, on va donc diminuer la largeur des banquettes, permettant d'avoir une hauteur d'eau toujours suffisante pour laisser passer les poissons, pour laisser l'eau circuler ainsi que les sédiments. Donc sur la deuxième photo, vous pouvez voir, la deuxième photo en bas, vous pouvez voir que là, l'eau a augmenté et elle passe naturellement sur les banquettes qui sont en pente douce. Donc ces pentes douces sont favorables notamment aux amphibiens qui aiment bien se réfugier donc sur ces banquettes à l'intérieur des hélophytes ou prendre le soleil directement, par exemple. Voilà, donc là, ce que je vous ai présenté, c'est globalement le même objectif que Joachim, sauf qu'on a des contraintes différentes, donc on agit différemment. Mais en agissant différemment, le coût varie aussi selon les actions. Donc ici, on a eu des aménagements qui sont très lourds, donc avec beaucoup de transport de sédiments. Donc ces aménagements ont été réalisés sur une partie du cours d'eau, mais pas sur l'intégralité du cours d'eau. Donc, je vais vous parler, je vais commencer à vous introduire la biodiversité des milieux aquatiques. Donc, donc comment évaluer les bénéfices de ces aménagements sur la biodiversité donc, que nous avons dans nos cours d'eau. Donc, précédemment, donc avant les travaux, des suivis piscicoles sont réalisés. Donc, c'est un indicateur de la qualité du bon état écologique des eaux. Donc, ce suivi piscicole va être réalisé avant et 3 ans après les travaux. À la fin de ce suivi, une note va être attribuée. Et donc, il y aura une note avant les travaux et après les travaux, ce qui nous permettra d'évaluer le bénéfice, s'il y en a, de la diversité en poissons, mais aussi de la biomasse. Donc, la biomasse, c'est sur une surface donnée, on a une masse de poissons. Donc, ça va nous permettre d'évaluer
donc ce bénéfice. Concernant le suivi de la macrofaune, donc ce sont des invertébrés aquatiques donc qui se cachent notamment dans les sédiments, d'où l'importance des sédiments. Il va être réalisé donc un autre indicateur qui va cibler donc des invertébrés qui sont dits polluosensibles. Donc polluosensibles, c'est qu'ils sont sensibles aux pollutions. Donc si on retrouve des invertébrés donc diversifiés, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup d'espèces, donc c'est plutôt favorable à notre milieu, mais également si on retrouve des espèces qui sont donc polluosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à la pollution, donc si on les retrouve, c'est plutôt bon signe dans nos cours d'eau. Donc voilà, ce sont deux indicateurs qui sont importants, qui sont basés sur la biodiversité des milieux. Et il y a également le suivi de la qualité des eaux. Donc, le suivi de la qualité des eaux, c'est les mesures de température, donc des paramètres classiques, température, oxygène, conductimétrie notamment. Mais ces paramètres vont être essentiels pour déterminer la qualité des eaux et donc de définir son bon état écologique. Je laisse la parole, Joachim. Tac. J'étais en train de répondre. Donc l'évolution, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'évolution par rapport à la biodiversité, c'est vrai que la finalité, c'est de retrouver un milieu qui soit vraiment équilibré au niveau de la faune et de la flore, avec une eau qui soit de meilleure qualité. Donc du coup, là, si je reprends la photo, là, c'est toujours sur l'île de Bion où on a réussi en quelques mois à retrouver une flore très intéressante parce que en quelques mois, il y a sans plantation, elle est revenue spontanément. Et du coup, bon là, après, on est sur un parc en plus, donc c'est vrai que c'est un endroit où on n'est pas, c'est bon, c'est tondu sur les bords, mais quand on regarde les endroits où on est allé, on est plus en zone boisée, en zone plus sauvage, on retrouve une végétation ripicile intéressante qui permet justement de pouvoir avoir des supports pour une faune très diversifiée. Je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose de plus, Clément, là-dessus? Non, je te propose de finir sur la dernière Ouais, diapo. vas-y. Non, vas-y, je te laisse Non. commencer. Je te laisse l'honneur de commencer. De commenter? Ouais, putain. Non, là, Donc là, l'objectif de cette diapo, c'est simplement de vous illustrer les différentes espèces qui peuvent être présentes dans le cours d'eau, que ce soit aux abords des cours d'eau, directement dans le cours d'eau, mais aussi voilà, dans la végétation. Donc c'est simplement un panel pour vous représenter les différentes espèces. Et si tu veux commenter, Joachim, je te laisse. Oui, non, à la fin, en fait, on laisse sur une illustration d'un cours d'eau avec une prairie en fond, et du coup, c'est pour vous montrer un petit peu qu'on peut avoir tout type d'animaux qui reviennent au fur et à mesure de la restauration des cours d'eau. Ça peut aller donc d'insectes jusqu'à différents oiseaux. Là, on a aussi même, ce qui est intéressant, c'est aussi les chauves-souris qui viennent aussi se nourrir justement du nombre d'insectes qui viennent justement, qui viennent se nicher, qui viennent vivre au bord des cours d'eau. Donc, on retrouve un écosystème, biodiversité intéressante. Et le projet justement des petits cours d'eau, comme disait Anne tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'on est des affluents de la Loire, des petits affluents, des petits cours d'eau qui sont qui ont pas beaucoup d'intérêt pour certaines personnes, mais qui pourtant sont très importants parce que qui vont permettre justement
d'avoir des corridors écologiques super intéressants. Et le but justement de la restauration des cours d'eau, c'est vraiment un ensemble. Hein. Il y a vraiment le côté de la qualité de l'eau, hein, pour amener de l'eau justement en Loire de meilleure qualité, pour pouvoir aussi avoir un écosystème qui renaît et qui puisse se déplacer justement entre la Loire et pour nous justement la forêt d'Orléans, et ça sera pour le Doubs, ça sera de la Loire justement à la forêt, à la Sologne. Donc c'est vraiment des couloirs écologiques qui sont importants à remettre en état parce qu'ils ont complètement été détruits dans les années 70. Et le fait de supprimer ces barrages, le fait de restaurer ces cours d'eau, le fait de permettre justement à ces cours d'eau de retrouver une flore intéressante, une végétation intéressante et une qualité d'eau qui était complètement perdue, c'était vraiment de retrouver un couloir qui traverse des villes, qui traverse des champs et qui ramène justement derrière à des forêts et donc de faire le lien en fait. Voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose qu'on puisse échanger ensemble. Voilà. Je peux vous proposer 2 choses. La première, c'est si vous le souhaitez, vous pouvez réactiver vos caméras si vous voulez que ça soit un petit peu plus incarné ce qu'on peut se raconter. Et puis, qu'on puisse échanger. Alors, je vous invite, participants, à pouvoir poser vos questions dans le chat. Il y en a déjà 2 qui sont posées et je vois que quelqu'un a une main levée. Est-ce que c'était pour poser une question? Dans ce cas-là, monsieur, je vous invite à l'écrire aussi dans le chat et puis je pourrai les lire pour les partager à tout le monde et puis ensuite donner la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent y répondre. Donc, on a déjà 2 questions. La première, c'était, donc je pense que pour les 2 syndicats de rivière, si vous avez des pouvoirs de police. Le pouvoir de police, normalement, c'est le maire qui a le pouvoir de police. Nous, ça dépend ce qu'on appelle pouvoir de police. Normalement, c'est le maire qui l'a. Après, si on parle après de travaux, oui. Je peux intervenir, Monsieur Granger. Oui. Je suis de Loiret Nature Environnement, mais je ne suis pas mandaté par Loiret Nature Environnement. Mais je sais que nous, dans la réserve, on a quelqu'un qui a des pouvoirs de police. On a un. Alors, je pensais que vous pouviez avoir des choses un peu semblables. Non. Oui, d'accord. Non, c'est nous. Après, il y a vas-y Clément, tu veux, il y a la police de l'eau qui intervient. Oui, mais Oui, oui, c'est vrai. Ouais. En fait, nous, sur le Loiret public, on peut être comment dire, assermenté, mais simplement Oui, pour la pêche. assermenté, oui. Oui. Voilà. On peut être assermenté dans le cadre de la pêche, étant donné aussi qu'on est propriétaire du Loiret public, donc le syndicat. Mais c'est le seul pouvoir qu'on peut avoir, mais en ayant voilà, cette assermentation. D'accord. Après, oui, il y a vraiment l'OFB qui tourne, Oui, qui bien est toujours sûr. là, qui est présente. Bien Et dès sûr. qu'il y a un souci, on les appelle, ils viennent. Très bien. Du coup, seconde question. Alors, je pense que c'était au moment de la présentation. J'avoue ne pas avoir le moment exact où a été posée la question. C'est est-ce que cela peut occasionner un phénomène d'eutrophisation? Est-ce que monsieur, j'ai pas votre nom en entier, monsieur Baptiste, pourriez-vous préciser par écrit à quel projet peut-être de restauration de cours d'eau vous faisiez allusion? Qu'on puisse. Oui, je peux vous répondre ma foi, en direct. Oui, c'était au moment quand vous évoquiez la continuité écologique. À un moment, il y a des questions des ouvrages qui pouvaient engendrer une stagnation des eaux en amont. Et donc, c'était pour savoir si est-ce que cette stagnation pouvait engendrer un phénomène d'eutrophisation. Voilà. Alors, oui. Donc, nous, dans le cadre du syndicat, sur nos rivières, donc, il y avait la présence de barrages et cette présence, elle a eu plusieurs impacts. Donc, elle a également les impacts, donc, oui, une eutrophisation, donc réchauffement de l'eau, production de cyanobactéries, donc qui peut limiter les usages. Je pense que ce soit pour l'irrigation d'eau potable ou même pour la pêche. Voilà, il y a des conséquences derrière. Donc oui, il y a des phénomènes d'eutrophisation, d'où la volonté de laisser circuler l'eau pour une meilleure qualité et donc de limiter l'eutrophisation, surtout en période
donc de base d'eau en été. D'accord. Ok. Et au Merci. niveau des, Oui, allez-y. et oui, au niveau des effaçants d'ouvrage, vous avez pas trop, c'est facile de concilier avec les propriétaires qui veulent garder leurs ouvrages ou leurs moulins. Il y a je sais qu'il y a une association de moulins qui est très forte, qui agit pour garder les moulins, bien sûr. Donc voilà, c'était juste à propos de ça. Ah, bah, ouais, sur nos territoires, on n'a pas trop. Enfin, nous, les moulins qu'on avait, ils fonctionnaient plus. Après, c'est vrai qu'il y a des endroits, il y a des syndicats, ils ont beaucoup de moulins. Nous, moi, j'avais fait un effacement pour des douves. En fait, c'est trouver les bonnes alternatives. Là, le but, c'est que lui, il voulait conserver de l'eau dans ses douves. Donc, du coup, en fait, c'est tout simple, hein, c'est que en curant justement ces douves qui étaient voilà, pleines de vase, on a réussi à lui conserver de l'eau dans ces douves en supprimant le barrage. Donc, il faut trouver après les moyens, des alternatives pour pouvoir les supprimer. Et puis bon, après, il y a les inondations aussi. On fait du bien aussi, hein, le fait d'avoir des moulins qui sont au bord de l'eau avec des ponts, des choses, des ouvrages qui bloquent l'eau. Ça a permis aussi d'ouvrir aussi des portes. Hein, mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas sur des secteurs. Enfin, sur la Bionne, nous, on a 2 moulins et puis un château. Et du coup, pour l'instant, ça s'est pas trop mal passé. D'accord. Merci. Autre question, avec le réchauffement climatique et les inondations de 2016 et 2019, est-ce que vous remettez en cause les modèles ne prenant en compte que les pluies décennales? Alors là, Joachim ou Clément? Attends, vas-y. Avec le réchauffement climatique et les inondations Oui. de 2016 et 2019, remettez-vous en cause les modèles ne prenant en compte que les pluies décennales? J'avoue que là, je ne saurais pas expliciter plus, parce que les modèles, je ne les connais pas. Donc, je vous laisse nous préciser peut-être ce que sont ces fameux modèles avec les pluies en termes de gestion d'inondation, peut-être? Bah après, nous, enfin, gestion d'inondation, c'est un peu le souci, c'est que nous, en tant que syndicat, on ne travaille pas, on n'est pas censé travailler sur l'inondation, on travaille sur la restauration des cours d'eau. Donc, on en tient compte. Le but de pouvoir justement recréer des zones humides, recréer des fossés, recréer des mares, ça permettra justement de répondre justement au maximum. On essaie de répondre au maximum aux problèmes d'inondation, mais le but premier des restaurations des cours d'eau, c'est vraiment sur la qualité d'eau, le passage sédimentaire et le passage piscicole. C'est vraiment, voilà, en premier lieu, nous, on travaille d'abord sur la restauration et en même temps, enfin, on essaie de tenir compte des inondations, mais ce n'est pas l'enjeu des syndicats, malheureusement. Je vois Monsieur Misseri qui a levé la main. Je vous invite à prendre la parole Oui. si vous avez le micro, monsieur. Oui, alors Jean-Pierre Misseri, je suis le président du SMBL justement, mais quand vous parlez des crues, malgré tout, le syndicat doit veiller à ça, dans la mesure où l'entretien des cours d'eau, comme on doit le faire, permet et doit permettre une évacuation de l'eau correcte, et de ce fait éviter qu'il y ait des embâcles ou des choses qui ne vont pas. C'est le but aussi du syndicat, même si on n'a pas, ce n'est pas notre tâche première, mais malgré tout, on doit bien vérifier que l'écoulement de l'eau doit se faire correctement. Voilà. Ça, c'est important, hein, parce que derrière, ça entraîne beaucoup de conséquences. Oui, ça fait partie de oui, ça fait partie justement de nos missions, hein. C'est la surveillance. Et puis après, c'est d'aller justement, on a vraiment un rôle auprès des propriétaires, hein. C'est vraiment de les aider. Et puis de pouvoir, c'est sûr que l'entretien, ça reste un problème normalement qui revient au propriétaire. Mais le but justement du syndicat, c'est aussi de travailler avec le propriétaire pour éviter justement les embâcles. On est là pour que l'écoulement se passe bien aussi et l'entretien aussi. Donc, c'est vrai que oui, de toute façon, c'est un travail de tous les jours, ça. Est-ce que les uns et les autres, vous avez d'autres questions à poser à nos intervenants de ce soir? Oui, Monsieur Pointier. Le micro est éteint, Monsieur Pointier, alors peut-être qu'il faut l'écrire dans le chat, je ne sais pas. Je l'ai écrit. Ah. Alors, il y en a une, j'en ai écrit deux.
Et la loutre. Les sternes sont un emblème de la Loire. Que peut-on faire pour qu'elles nichent plus tranquillement? Ah oui, mais ça, c'est. Ça, c'est. Ouais, mais nous, la Loire, nous, on est les petits affluents de la Loire et de toute Oui, façon, même avec oui, le poteau oui. qu'on amène, c'est pas nous qui allons inonder la Loire au moment de la Non, nidification. bien C'est vrai sûr. qu'on voit de plus en plus ce problème-là. Hein, encore Oui, cette oui, année. parce elles sont sur des grèves et la grève, elle bouge. Elles arrivent jusqu'au milieu d'Orléans et c'est l'an dernier. Mais ça, nous, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose sur les petits bassins. Ouais. Je sais que c'est difficile, ouais. Mm. Oui. Je vous ai posé une autre question aussi. Ah oui, Et sur la la loutre. loutre. La loutre, en fait, la loutre, Elle va peut-être remonter, hein. Il y a Oui. peut-être des Ça permet suspicions. Il y a des endroits là, apparemment, Oui. où il y aurait peut-être suspicion de loutre, mais sur le bassin, mais c'est sur le bassin de la Bonnée, je crois, qu'il y a peut-être Oui, c'est une ça. Oui, suspicion oui, de oui. loutre. Mais ça, après, le but, je vois sur Oui. le bassin Bion-Sens-Crénol, nous, on est soumis, on est bloqué avec le canal. Hein, donc, Ah oui, c'est vrai. on a des poissons Oui. qu'on n'a plus parce qu'il y a très peu de possibilités de passage entre la Loire et les cours d'eau, hein, pour les poissons migrateurs. Donc, le projet déjà de supprimer tous ces barrages, c'est de pouvoir justement rendre le cours d'eau plus attractif et puis pouvoir après travailler avec le canal pour pouvoir avoir des éclusées plus qu'il y en ait plus en fait dans l'année pour que le poisson puisse revenir. On avait avant des anguilles qu'on n'a plus et du coup le but c'est Oui, bien vraiment de sûr. retrouver des poissons comme les anguilles, quoi. Si vous le permettez, je vous invite peut-être à ce qu'on prenne 5 minutes où chacun, en tout cas ceux qui auraient des questions, puissent les poser par écrit dans le chat et on pourra partager les réponses après. Donc, je vous invite à pouvoir les écrire et les envoyer à tout le monde. Comme ça, je pourrai les voir et les repartager ensuite, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Ok, 2 questions. Alors, à voir s'il y en a une troisième, sinon je vais pouvoir vous partager ces deux-là. Je vois Joachim. Sur les pollutions diffuses. Tout à fait. Bon, vas-y, c'était lancé. Non, j'aimerais bien poser la question avant. Vous voulez poser la question? Bon, monsieur Pointé, allez-y, si vous voulez la poser à l'oral, je vous en prie. Merci. Parce que, on vient d'aborder, c'est normal, on s'adresse à des syndicats de rivière, on vient d'aborder le linéaire, c'est-à-dire le cours d'eau et ses berges proches. On a évoqué la qualité écologique des masses d'eau qui est demandée par la directive cadre européenne de 2000. Mais le cours d'eau, c'est qu'un élément de l'hydrosystème, c'est-à-dire du bassin versant, comme ça a été présenté. Autrement dit, la qualité écologique du cours d'eau dépend également de tout ce qui se passe sur les berges distantes, sur l'ensemble du bassin versant. Et il y a deux composantes qui sont importantes et qu'il faudrait aussi aborder, surtout si on est dans la transition écologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour améliorer, c'est-à-dire dans le transitoire, et ça concerne les pollutions diffuses d'origine agricole, et ça concerne les rejets, les évacuations d'eau pluviale dans les zones urbanisées ou semi-urbanisées qui se font vers les cours d'eau, quelquefois sans beaucoup de précautions. Autrement dit, là, il y a certainement une source de progrès importante. Je pense que Joachim ne me contredira pas parce que même dans le cadre du prochain programme sur le c'est ça. Mais ça, j'ai vu parce que, Monsieur Pointé en fait est aussi titulaire, délégué au syndicat et il nous a envoyé une petite vidéo justement sur les pollutions diffuses et d'ailleurs où justement sur le bassin du Duy, ils sont plus en avance que nous parce que il y a des choses qui sont faites. Alors, je ne sais pas si Clément il est au courant de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a nous, sinon, en fait… si je peux me permettre, après ton intervention, de préciser un petit peu, fini et j'en parlerai. Oui, justement, oui, ok.
Oui, non, mais après, non, mais c'était. Vas-y, si tu veux, parce que c'est Je vrai voulais que. pas du tout couper. Bonjour à tous, Pauline Choucard de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. C'était pour répondre un petit peu à ces questions sur les pollutions diffuses. Effectivement, donc ça a été présenté par les 2 techniciens de rivière qui travaillent dans le cadre de contrats territoriaux milieux aquatiques, qui sont des outils de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et notamment sur le contrat Val du Loiret, on a d'autres volets que les milieux aquatiques, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas que là-dessus qu'il faut travailler, il faut travailler sur les autres volets. Et donc, on a aussi un volet pollution diffuse, dans lequel on a des actions sur les pollutions d'origine agricole. Et puis, on agit aussi, hein, c'est un petit rappel, mais sur toutes les thématiques en fait, liées à la qualité de l'eau, hein, l'eau potable, l'assainissement et aussi tout ce qui est activité industrielle. Donc, en tout cas, Agence de l'eau, on apporte un appui technique et financier aux structures qui sont compétentes pour pouvoir améliorer la qualité de l'eau. J'ai essayé de faire quelque chose de court et concis, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Ou votre Il y aura peut-être des approfondissements après. On peut peut-être passer du coup, comme on est dans le cœur du sujet, avec la question suivante, à celle de Madame Vitou, qui nous demandait si la prolifération des ragondins sur la Bionne pose un problème pour la biodiversité. Bon, donc encore côté SIPCA pour répondre sur la Bionne. Ouais, sur la Bionne, mais après, je pense que je pense que Clément a les mêmes soucis que nous. Problème, non, pas spécialement, parce que après, en fait, le fait de travailler, les travaux qu'on réalise en ce moment sur les cours d'eau de la Bionne, l'avantage, c'est que du coup, on diminue un petit peu la population parce que du coup, en faisant des berges beaucoup plus douces, il a beaucoup plus de mal à s'installer. Donc, déjà, on a une diminution justement de la population ragondin. Après, elle gêne pas spécialement. C'est vrai que c'est une espèce qui se reproduit très vite et en très grand nombre. Donc, c'est vrai que après, on essaie de la maintenir. Mais des endroits qui ne sont pas encore travaillés, du coup, le ragondin travaille pour nous parce qu'en travaillant en faisant des trous dans les berges, du coup, ça les casse et ça permet justement aux berges de travailler, le cours d'eau de travailler seul. Donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux pour éviter justement ça pose trop de problèmes. Mais au niveau de la biodiversité, nous, on n'a pas vu de soucis jusque-là à cause des ragondins. Ok, merci. Clément, un complément ou je passe à la question suivante? Oui, je peux. Mais nous, pour le coup, les ragondins, ils peuvent poser problème. Très peu pour la biodiversité, mais plutôt oui, pour nos berges, parce que voilà, nous, elles sont différentes dans le sens où elles sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus pentues. Donc, ils peuvent causer des dégâts importants, surtout que on a beaucoup de propriétés, on est en Sologne, il y a beaucoup de plans d'eau, petits ou grands, et la rivière elle a déjà été recalibrée plusieurs fois, les plans d'eau qui sont attenants au cours d'eau sont parfois sujets à des problèmes dus aux ragondins, où les ragondins, forcément, eux s'y prêtent bien, donc ils vont faire des conduits donc du plan d'eau jusqu'au cours d'eau et des fois ça peut vider le plan d'eau. Voilà, pour citer un gros exemple, ça arrive fréquemment et là ça peut apporter des problèmes avec les riverains. Ou après, pareil, on a des fois des ragondins qui se retrouvent à l'intérieur des jardins des propriétaires, où là on a des problèmes par rapport au fait qu'ils se nourrissent dans leur potager ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Étant donné qu'on a beaucoup de zones agricoles, ils ont quand même beaucoup de territoire, mais forcément, ils viennent aussi dans les zones plus rurales ou du moins avec des habitations. Et voilà, ça peut poser problème dans certains cas. Ok, merci. On a une autre question. Donc, Monsieur Genvreau, je pense que je vais pouvoir passer la parole à Capucine pendant que je partage des diapos sur finalement les assises et comment elles vont se dérouler. Alors, je vais juste faire une petite manip, si vous permettez. Voilà. Vous me dites. Bien sûr, on ne peut pas passer à la diapo suivante, ça serait trop facile. Voilà.
Oui, merci pour cette question. Ça me permet de préciser les choses au cas où ça aurait peut-être pas été très bien compris. Alors d'abord, c'est pas seulement des présentations, il y a aussi, des visites sur site et on essaie alors le problème, c'est qu'on est confronté à la situation sanitaire, donc qui nous permet pas de faire tout ce qu'on avait envisagé de faire pendant cette période d'échange et de partage, en tout cas la première partie des assises de la transition écologique. On voulait que ce soit un petit peu plus pragmatique et participatif et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres options que l'outil numérique pour pouvoir faire cette première phase des assises. Le but, donc, c'est de créer de l'échange, de créer de la réflexion. Et justement, les assises doivent aboutir à une force de proposition, à des innovations et qui vont se traduire par la construction d'un programme qu'on va mettre en œuvre au niveau de la métropole. Alors, on avait déjà des idées dans les programmes, c'est ce qui a été proposé pendant les campagnes électorales. On a été élus sur des programmes et des propositions. Mais après, l'idée, c'est de se dire qu'on ne se ferme pas juste à ces propositions. Tout est sujet à réflexion, tout est sujet à proposition et à examen, parce que dans le cadre de la transition écologique, énergétique, alimentaire, voilà, qui est liée à tous les thèmes qu'on explore là pendant les assises, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et dans le cadre d'une campagne électorale, quelquefois on est force de proposition, mais on n'a pas forcément consulté tous les acteurs qui sont concernés. Et là, c'est vraiment le but de ces assises. Donc, on commence par acquérir de la connaissance auprès de ceux qui en ont. Et à partir de là, justement, c'est l'idée d'ouvrir cette connaissance déjà au plus grand nombre. Moi, je vous le dis, voilà, je suis élue, mais c'est pas du tout mon domaine de compétence. Donc, c'est hyper intéressant pour moi d'avoir ces présentations-là parce que justement, j'acquiers de la connaissance sur qui sont les différents acteurs dans ces domaines-là, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs rôles, quel est l'impact de leur action. Et également auxquels enjeux ils sont confrontés au quotidien. Donc, il y a d'abord cette phase-là d'apprentissage qui nous permet d'analyser la situation. Et après, une fois qu'on aura un petit peu emmagasiné cette connaissance ensemble, on va pouvoir débattre, on va pouvoir proposer des choses, on va pouvoir faire une sorte de… Alors, voilà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas… j'aime bien le mot brainstorming en anglais, puisque c'est la bataille de cerveau, la tempête de cerveau. Ça me résume bien ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on voilà, on lance toutes les idées, toutes les propositions. C'est pour ça que c'est très important aussi qu'on ait vos questions, vos réactions sur ces différentes présentations. Et vous pouvez d'ailleurs tout à fait aussi sur le site des assises, il y a un espace d'expression où vous pouvez aussi envoyer vos remarques ou vos propositions. Donc, c'est très important qu'on ait d'abord de la connaissance, ensuite de la proposition, et à partir de là, de faire une synthèse, un diagnostic et un plan vraiment pratique qui sera mis en place pendant le mandat sur tout le territoire de la métropole, avec différentes actions. Donc, on ne sait pas ce qui va encore en ressortir, donc, quelles sont les propositions qui vont ressortir. On peut déjà avoir quelques idées d'action, mais il ne faut surtout pas se fermer. Il y a des choses qui vont peut-être sortir de cette réflexion et de ces débats auxquels on ne s'attendra peut-être pas, qui vont être des propositions innovantes et ce sera là que ce sera intéressant de les intégrer et de les mettre en œuvre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Juste une question supplémentaire. Est-ce qu'il y aura un processus démocratique tout le long? C'est-à-dire, est-ce que ça va s'arrêter dans 3 mois ou bien après, ça va continuer avec, je ne sais pas, une assemblée citoyenne ou je ne sais quoi? Merci. Merci du coup pour ce complément. Alors, je ne suis pas au cœur même du pilotage du projet. Je m'occupe que de la partie biodiversité. Mais j'ai eu l'occasion d'échanger dimanche dernier avec Romain Roy, qui pilote une grande partie, voilà, qui est vice-président de la métropole et qui est un petit peu plus proche, disons, des instances de pouvoir que moi. Et l'idée, c'est ici de marquer un point de départ, en fait. Il aimerait, alors je ne sais pas comment ça va se faire, mais le but, ce serait d'avoir quelque chose de l'ordre de la réflexion récurrente
Et évidemment qu'il y ait une force de proposition sur l'ensemble du mandat, parce que c'est pas parce qu'on aura une idée au départ qu'elle sera la bonne, elle pourra toujours évoluer. Et puis, il y a aussi l'idée de se dire que c'est la force aussi de l'expérience, c'est-à-dire qu'on est à un stade où on ne peut pas se permettre de ne rien faire, il faut expérimenter des choses. Alors, on peut se tromper aussi dans les phases d'expérience. Et le retour des habitants est fondamental pour savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Donc, voilà, c'est le souhait, en tout cas. Le mieux, ce serait que vous puissiez échanger avec Romain Roy et avec les élus de la métropole, je dirais ceux qui ont un petit peu plus de responsabilités que moi à la métropole pour ça. Mais d'après ce que j'ai compris, oui, le but, c'est d'arriver à une consultation régulière, faire des points réguliers sur cette thématique-là, et avec tous les acteurs qui entrent, les associations, les différentes agences de l'État, les autres collectivités et surtout les habitants. Si je peux me permettre de compléter, c'est vrai que ces temps d'échange viendront. Hélas, on n'est pas en mesure de vous les présenter, autant moi technicienne que Madame Fédrigo en tant qu'élue là, parce qu'à vrai dire, on est en train de construire ensemble la méthode pour savoir si on va refaire des visites de sites, si on va refaire des temps d'expérimentation et d'intelligence collective. Donc, on avance en marchant. Mais l'idée, c'est que très vite, on puisse présenter aux associations, aux agences et aux habitants comment on va travailler ensemble. Mais voilà, les assises sont un processus qu'on expérimente aussi à la métropole en tant que technicien et en tant qu'élu pour les concevoir en même temps qu'on les réalise. Donc voilà, merci voilà pour ça et on espère vous retrouver tout au long et puis surtout au moment où on construira. Est-ce que je vois une autre question? J'en profite, écoutez, sans transition. Si on reprend, je pense que ça revient peut-être au vif du sujet. Pourquoi se prive-t-on du savoir scientifique des organismes de recherche présents ici, l'INRAE notamment, et pourquoi personne en fait une veille scientifique sur les résultats des nombreux colloques qui se sont déroulés en France ces 10 dernières années? Alors, je peux juste dire, avant peut-être de passer la parole aux collègues des syndicats ou à Madame Ferdigo, que pour les organismes de recherche, pour le coup, on travaille avec eux. Peut-être que sur les temps des assises qu'on vous propose là, ils ne sont pas tous visibles parce qu'on a fait aussi des focus sur des sujets particuliers et ça dépend de ce choix-là, de choix des sujets à traiter ou des disponibilités de ces agences-là. Mais ils peuvent être présents peut-être sur les autres activités des assises, pas sur l'activité biodiversité, mais sur celle qui s'occupe de l'eau, par exemple. Donc voilà, c'est bien des acteurs incontournables avec qui on peut travailler. Un complément, si vous le souhaitez, côté collègue ou Madame Fédrigo, si vous le souhaitez. C'est moi qui ai posé la question, Oui. je complète, parce que c'est un constat que je fais depuis des années. Entre élus, entre fonctionnaires territoriaux, on réinvente des réponses à des solutions, alors qu'il y a des gens qui en savent infiniment plus que nous et qu'on se prive d'inviter. Et c'est un grand classique. Donc, si on veut vraiment, il y avait une question tout à l'heure, et qu'est-ce qu'on fait dans les 3 prochaines semaines? Si on veut vraiment, comment dire, pas sortir de l'ornière, mais enfin sortir des leitmotifs, des idées ressassées maintes et maintes fois, il faut aller chercher ce qui se dit ailleurs, parce qu'il y a des expériences utiles sur d'autres bassins, sur Seine-Normandie, sur Adour-Garonne, que sais-je. Autrement dit, exploiter plus qu'une veille scientifique, exploiter des résultats qui sont à notre portée, et on peut franchement enrichir le discours avec ça, mais je pense qu'on passe à côté d'une opportunité. Oui, monsieur, alors du coup, je ne peux pas parler pour les organismes que vous mentionnez dans votre question, mais par exemple, je ne sais pas si vous étiez au webinaire de la semaine dernière, lundi dernier, on avait des interventions de personnes de l'Université d'Orléans qui étaient spécialisées dans l'examen de la biodiversité, notamment les insectes. Donc, voilà, je parle sous le contrôle d'Anne Trouillon et on a des contacts avec les organismes scientifiques et de recherche et normalement, ça devrait se poursuivre aussi avec, alors
pas dans le cadre des assises de la transition écologique, mais dans le développement du MOB qui va ouvrir, on croise les doigts pour la crise sanitaire, hein, mais qui devrait ouvrir normalement au mois d'avril. Et le but, c'est de générer justement des échanges aussi avec les scientifiques, avec les organismes spécialisés qui, effectivement, comme vous le dites, ont la connaissance technique dont on doit se nourrir. Ok, merci pour ces échanges. Est-ce que l'on a d'autres questions sur le chat, peut-être pour les milieux aquatiques et les syndicats de rivière qui sont encore avec nous? Est-ce qu'on a fait le tour de la question, ou en tout cas de vos questions ce soir? Parce qu'il est 18h28. 19h. S'il n'y a plus de questions, je vous propose peut-être de conclure en forme de teasing pour la suite. Peut-être, Capucine, je peux te laisser la conclusion si tu le veux. Problème. Merci. Bah, écoutez, je vous donne rendez-vous. Alors, moi, je ne suis pas sûre d'être présente, mais je vous donne rendez-vous avec mes collègues qui organisent le webinaire. Donc, ce sera vendredi à 18h, si j'ai bien noté. Ce sera un webinaire qui sera consacré à la biodiversité et plus précisément les actions volontaristes et les outils qu'on peut utiliser pour favoriser la biodiversité. C'est mardi 9, on a beaucoup trop d'actions. Mardi 9, pardon, je me confonds dans le calendrier. Alors attendez, je vais prendre le calendrier comme ça, ce sera plus sûr. Oui, webinaire outils et actions volontaristes pour la biodiversité. On sera en présence de quelqu'un de l'Office français pour la biodiversité et une personne de l'Agence régionale pour la biodiversité. Je vous indique également que ce week-end, on a une visite débat au Parc de Loire, donc ça fait partie des actions qui sont un peu plus de terrain. Donc on n'a pas tant que ça, et effectivement, on a des jauges limitées, mais elles existent. Et puis, je vous laisse regarder sur le site des Assises de la transition énergétique pour la suite du programme. On a encore plein de choses de prévues pour le mois de février. Et je vous laisse également découvrir ce qu'il y a dans les autres thématiques, voilà, pour pouvoir élargir votre vision sur la transition écologique. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Merci. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.